Intervention suivante et dernière concernant donc ce webinaire pour le Club Noé. Donc Sébastien, je te laisse également la parole. Merci Thomas. Donc bonjour à tous et merci pour l'accueil de la part de Team 2 et de l'équipe Team 2 qui a organisé ce webinaire. Alors moi la proposition que j'ai faite à l'équipe Team 2 par rapport à Plasticity, c'est une ouverture en fait sur d'autres registres de performance. Alors je suis ingénieur plasturgiste e-tech à Lyon, diplômé en 99, mais dès 2008 et un petit peu à ce que ce que disait Anaïs, c'est qu'effectivement, j'avais pas envie d'être un suiveur et je voyais bien qu'il y allait avoir une très profonde transition de nos modèles industriels. Voilà, je le pressentais en tout cas. Donc, je suis aussi géographe spécialisé en aménagement durable des territoires et depuis 2011, de plus en plus spécialiste sur les nouveaux modèles économiques et puis un des cofondateurs, en tout cas à l'origine, de l'association Club Noé, qui regroupe, comme vous le voyez sur la petite figure, une transversalité d'acteurs, c'est-à-dire que concrètement, moi issu de l'industrie et puis devenu géographe, ayant travaillé au service développement durable de l'île métropole, j'ai cherché à ouvrir avec d'autres acteurs le questionnement, mais ce serait quoi le modèle économique de demain? Pas seulement le modèle économique des entreprises et des organisations, mais aussi le modèle de développement économique. Parce que vous avez certainement tous un point commun dans vos présentations, c'est que vous faites un travail responsable en vous arrachant les cheveux, en faisant beaucoup d'efforts, mais assez souvent, les acteurs autour de vous ont du mal à reconnaître les externalités négatives que vous évitez, les positifs que vous créez et puis les effets utiles que vous générez. Et donc, il faut toujours au même prix, voire moins cher. Et puis, il n'y a en général qu'un seul client, alors que vous avez souvent plein de bénéficiaires, parce que si vous polluez moins, il y a d'autres bénéficiaires que votre client auprès de qui vous créez de la valeur. Alors, peut-être un tout petit mot aussi. Je suis passé par la case analyse de cycle de vie éco-conception. J'avais eu le plaisir d'animer des tables rondes au congrès à venir dès 2011, dès l'ouverture, à l'époque où il y avait Jody Bricou, pour ceux qui s'en souviennent. Voilà, un petit aparté là-dessus. Voilà, donc la spécificité de la Sonoé, c'est d'avoir une transversalité d'acteurs, c'est-à-dire des dynamiques citoyennes, de l'économie sociale et solidaire, des élus et techniciens de collectivités, des dirigeants d'entreprises, CCI, CJD notamment, et CVP fait partie de l'écosystème. Voilà, on peut passer. Et donc, pour revenir quand même à une dynamique qui est toujours dans notre culture, c'est que on a 300 ans, notamment en région ici, hein, avec les puits de mines, etc., on a 300 ans d'ère industrielle et les ressources qui ont pu fonder cet accès au confort et cette plus en plus de confort et de progrès, entre guillemets, c'est bien les ressources matérielles et les sciences de l'ingénieur qui ont permis pendant près de 300 ans, alors ça peut être chaotique, hein, il y a eu des crises financières, 1929, etc., mais globalement, pendant presque 300 ans, sur les premiers territoires qui se sont industrialisés, cette dynamique économique s'est bien passée. Et puis, ce que j'ai oublié de dire dans mon introduction, c'est que là, on va découvrir deux types de ressources qui sont stratégiques. Les ressources matérielles qu'on va économiser, donc vous en avez parlé, mais on va voir comment ces ressources matérielles, plutôt que faire du curatif et ne pas savoir quoi en faire ou difficilement en faire, on va voir et on va s'intéresser, nous, depuis notre écosystème, à comment ces ressources matérielles, on va pouvoir, en préventif, éviter de les engager. Et puis, ce que j'ai oublié de dire en introduction toujours, c'est aussi l'aspect stratégique des ressources immatérielles. Je vais y venir très rapidement sur la slide que vous avez sous les yeux. Ce qui se passe, c'est que dans les années 1980-90, il y a une rupture, c'est-à-dire que le marché macroéconomique se sature et il y a une financiarisation de l'économie et de nos entreprises, c'est-à-dire qu'on va avoir des donneurs d'ordre, des grands groupes qui vont de plus en plus vous demander des prix bas ou alors vous dire délocalisez vos productions. J'ai connu ça quand j'étais responsable de production à Roubaix, équipementier automobile rang 2. C'était NJ Plast. Et puis, je suis allé après sourcer et démarrer des productions en Roumanie, etc. Donc, la finance qui est derrière les grands groupes industriels ou même les autres entreprises recherche des prix toujours plus bas. Et puis, le deuxième effet qui a été difficile
à supporter pour la dynamique industrielle, c'est que dans les années 80-90, le marché s'est saturé, c'est-à-dire qu'une fois que les ménages avaient 2 voitures, un lave-linge, un sèche-linge, la consommation n'était plus aussi dynamique qu'avant. Et donc, on est rentré dans une phase de concurrence exacerbée entre les acteurs, ce qui a fait exploser au niveau macroéconomique les externalités négatives. Et en quoi ces externalités négatives m'intéressent, c'est que comme je suis aussi géographe, ces externalités négatives, elles tombent sur les territoires depuis 40 ans. Et donc forcément, nous, en tant que citoyens, etc., on constate que la santé de nos écosystèmes, le sens de notre travail, la pression, intensification du travail, etc., est de plus en plus importante depuis une quarantaine d'années. Et donc, on va chercher, nous, à voir quel modèle économique d'entreprise et de territoire pourrait répondre à ces enjeux macroéconomiques qu'on constate. Alors là, moi, je suis plongé dans le développement durable depuis 2011 et effectivement, au départ, ces termes externalité, recyclage, circuit court, j'avais du mal à les mettre en perspective. Si vous, après mon intervention, vous avez envie de découvrir les travaux du Club Noé, vous verrez que l'économie de la fonctionnalité et la coopération est un cadre qui permet de remettre en perspective chacune des notions. C'est-à-dire que quand on est béotien ou qu'on n'a pas une complète compréhension de la transition territoriale et entrepreneuriale, on va souvent prendre ces notions de façon sur une portion limitée. Quand on arrive à mettre complètement ces notions en perspective, c'est un peu comme un puzzle qui aurait un cadre et où les pièces seraient retournées du bon côté. On peut commencer à mettre ces notions dans le bon sens et aussi et surtout faire reconnaître aux acteurs autour que ça leur rend service. Donc, tu peux passer. Voilà, donc par rapport au slide où les externalités négatives sont de plus en plus nombreuses, ce que je n'ai pas dit, ce que j'ai à nouveau oublié de dire, c'est qu'aussi depuis 40 ans, les ressources immatérielles, confiance, pertinence, santé, compétences, les ressources immatérielles se sont doucement mais sûrement affaiblies, détériorées sur nos territoires. C'est-à-dire que quand on rentre dans une dynamique de concurrence exacerbée entre les acteurs, de low cost, etc., et d'intensification du travail, etc., on voit que ces ressources qui sont hyper stratégiques, qui sont les ressources immatérielles, pertinence, confiance, santé, compétences. Aujourd'hui, on n'est plus en capacité sur Roubaix et sur un territoire du textile de fabriquer complètement un t-shirt alors qu'il y a 50 ans en arrière, on savait le faire. On voit bien que ces ressources immatérielles, petit à petit, chaque année, on les a perdues. Et ça, ces ressources immatérielles, pour innover sans les avoir, sans confiance, sans compétences, sans santé, pour innover, que ce soit pour une entreprise ou un territoire, on voit bien que c'est impossible. Donc, on va se focaliser aussi, on va prendre soin et veiller à évaluer, à révéler et à développer les ressources immatérielles dans nos travaux. On peut passer. Donc, on a besoin d'une boussole que je vais vous expliquer en quelques mots. L'idée, c'est pas de vous faire découvrir complètement ce qu'on appelle la logique servicielle ou l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, mais c'est de commencer à vous faire découvrir ce modèle économique et ce modèle de développement pour les entreprises, organisations et territoires. Peut-être un mot avant de vous mettre des nouvelles slides sous les yeux. L'idée, en fait, c'est de s'assurer que la création de valeur depuis une organisation, ça peut être une organisation, une entreprise privée, ça peut être un acteur de l'ESS, ça peut être une association, ça peut être n'importe quel type d'acteur. La création de valeur, on va s'assurer qu'à la fois elle nourrit l'organisation en son sein, c'est-à-dire les ouvriers, les techniciens, la dirigeante ou le dirigeant d'entreprise qui retrouve du sens, etc. Mais aussi cette création de valeur, elle vient soutenir et elle vient renforcer la dynamique territoriale, la résilience territoriale, la santé du territoire, etc., etc. Donc, l'idée de l'économie de la fonctionnalité de la coopération, c'est de créer de la valeur qui rend réellement service et de s'en assurer de façon collective avec quelques représentants de la société civile, les collectivités publiques sur un territoire donné. Et donc, ensemble, on va mieux révéler et faire mieux ressortir que tel type de création de valeur va être pertinente. Ce que je voudrais rajouter aussi depuis cette slide, c'est qu'il faut comprendre que moi qui suis un ancien industriel de l'automobile, du ferroviaire, etc., j'ai travaillé dans pas mal de TPE, PME et grands groupes, quand on regarde les chiffres de ce qui a été produit, un vélo acheté est utilisé en moyenne 1 heure par an. Et ça, c'est des chiffres ADEME.
Une perceuse, dans sa durée de vie, une perceuse, en moyenne, va être utilisée 15 minutes. Et forcément, au moins, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que quand je sais que je ne vais pas utiliser beaucoup ma perceuse ou mon vélo, je vais acheter une perceuse ou un vélo pas cher. Et comme par hasard, je ne vais pas pouvoir m'en servir ou moins m'en servir parce qu'elle est moins performante. Et donc, du coup, on va tomber dans des performances territoriales qui sont absolument pas efficaces. Donc, l'idée, c'est de dire, mais comment on va pouvoir créer de la performance depuis des produits, mais on va surtout regarder les effets utiles qui sont générés par ces produits. Donc, tu peux passer, Thomas. Et donc, de retrouver cette slide-ci, c'est de dire soit le choix qui nous est offert, hein, c'est de continuer soit comme avant, hein, la dynamique, la flèche rouge qui va vers le bas. Moi, je donne des cours en école d'ingénieur, école de commerce, etc. En fait, tous nos contenus pédagogiques sont basés sur avant, hein, les années 80-90. Je vais peut-être vous faire vous interpeller là-dessus, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la culture industrielle, est financiarisée, elle a touché tous les acteurs. On parle d'industrie du tourisme, on parle de produits financiers, etc., etc. Quand on regarde la sémantique, quand on regarde comment est construit le modèle de développement, le modèle de développement de nos territoires, il est issu du développement industriel qui s'est financiarisé. Et donc, bien souvent, quand vous rencontrez un acteur, il va vous demander, mais comment tu vas gagner ta vie? On vous demande rarement, est-ce que votre projet d'entreprise est pertinent? Mais plutôt, ça va être quoi le revenu, hein? On va se tromper, en fait, finalement, d'objectif, même si la question du revenu, elle est absolument cruciale. Voilà. Et donc, à ce titre-là, on travaille avec des acteurs comme la NEF, hein, la seule banque éthique en France, où on va avoir des acteurs qui vont pouvoir venir soutenir un retour sur investissement peut-être un peu plus long que sur une thématique classique. Les flèches en orange que j'ai voulu signaler, c'est tout ce qui est éco-conception, économie circulaire, voire même économie de la fonctionnalité, sans le terme coopération. Je vais vous montrer ça juste après. C'est-à-dire que bien souvent, tous ces nouveaux modèles économiques, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'ils sont absolument nécessaires, mais absolument insuffisants. Alors, ce n'est pas du tout une attaque par rapport à tous les efforts que vous faites, mais c'est que l'écosystème dans lequel vous produisez de la valeur, si vous faites de l'éco-conception ou de l'économie circulaire, en général, la valeur que vous produisez n'est pas reconnue à sa juste valeur et donc vous n'avez pas la juste rémunération. C'est un peu comme les produits bio, si vous voulez. Hein, on va dire les produits bio sont chers. Oui, mais ça met en santé les sols, ça met en santé la nappe phréatique, ça met en santé le mangeur, ça met en santé l'air. Et donc, on voit bien que tous les bénéficiaires que ça met en santé, s'ils donnaient un minimum de rémunération aux maraîchers bio, la bio serait beaucoup moins chère et accessible à tous. Donc, l'idée, c'est bien avec l'économie de la fonctionnalité de la coopération, venir renforcer vos activités, votre modèle de revenu notamment, la reconnaissance de la valeur que vous générez pour vous soutenir dans votre développement. Et donc, nous, on travaille justement avec, on parle trois langues, si vous voulez. On parle la langue de l'entrepreneur, on parle la langue de la collectivité territoriale et on parle la langue du citoyen pour leur traduire à chaque fois les enjeux de chacun et en quoi ça mérite une reconnaissance de l'autre ou des autres par rapport à le territoire, l'entreprise ou le citoyen qui s'engage pour être reconnu dans ce qu'il fait et être rémunéré à sa juste valeur, justement pour être soutenu et pas devoir se mettre en difficulté financière. Voilà, tu peux passer, Thomas. Alors, un exemple qui est assez… alors, je mets une petite mise en garde. Cet exemple constitue un exemple frontière entre, on va dire, la logique industrielle pure et dure et puis l'économie de la fonctionnalité, de la coopération. Mais cet exemple, il est intéressant. C'est-à-dire que vous voyez que Michelin, sur une partie de son activité, ne va plus vendre des pneus. Et vous voyez à l'image de Plasticity, hein, un pneu, une fois qu'il est usé, vous voyez bien qu'il reste encore 70% de la matière et que quand on va vouloir réutiliser cette matière, les pertes de propriétés mécaniques, hein, c'est vrai dans le textile, c'est vrai dans les polymères qui se polluent les uns les autres quand on essaie de les recycler, c'est vrai pour les caoutchoucs parce qu'ils sont vulcanisés, donc le process n'est pas réversible, et
perte de valeur du produit, de l'EVA là, pour le pneu, il est énorme. Une fois que l'EVA a été transformé en pneu, bah, la valeur au kilo, elle est très forte. Mais une fois que le pneu devient un déchet, eh ben, la valeur résiduelle au kilo, elle est quasiment nulle. Et d'ailleurs, on en fait des parcs de jeux pour les enfants, etc., ce qui est très bien par ailleurs, mais on sent bien que le service rendu par une matière haut de gamme, ben finalement, une fois que le pneu est usé, on n'arrive plus à créer autant de valeur. Donc l'idée, c'est de prendre au bon moment, c'est l'enjeu, et Michelin a fait ça sans nous, hein. J'utilise Michelin, c'est pas nous, Club Noé, qui l'avons accompagné, même si aujourd'hui j'ai des échanges avec la direction de Michelin, donc c'est assez amusant. Donc Michelin se dit il y a une quinzaine d'années, il fait l'analyse de cycle de vie et l'éco-conception de ses pneus, et il se rend bien compte que grosso modo, il y a deux postes. Il y a les déchets des pneus une fois qu'ils sont usés, et puis il y a la consommation de gasoil. Et Michelin fait des pneus éco-conçus qui durent 2 à 3 fois plus longtemps et qui consomment globalement 5 à 10% de gasoil en moins. Michelin n'arrive pas à les vendre, et donc il se dit, je vais les mettre à disposition de mes transporteurs. Donc ça s'adresse à des flottes de transporteurs au moins une centaine de bus et de camions. En faisant cela, donc on peut passer. Michelin reste propriétaire de ses pneus, donc il a tout intérêt à ce que le pneu ne devienne pas obsolète, et que ce soit le caoutchouc ou le plastique, que ce soit pas un caoutchouc ou un plastique inutilisable à l'image de plasticité, hein, mais donc Michelin reste propriétaire de ses pneus. Et en plus, Michelin a les compétences pour faire durer le pneu le plus longtemps possible, et il forme à l'éconconduite et au réchappage et au recreusage les flottes de bus, les flottes de camions et les chauffeurs. Et donc, Michelin arrive à une performance de 20 pneus par million de kilomètres au lieu de 64 pneus pour la concurrence par million de kilomètres. Donc, la performance d'usage est bien supérieure chez Michelin, c'est-à-dire que Michelin, pour faire le même nombre de kilomètres, il utilise 20 pneus, pendant que ses concurrents, en vendant des pneus, il en utilise 64. Et donc, vous voyez que la première étape de l'économie de la fonctionnalité, c'est on va se désengager, on va faire des économies de ressources matérielles en coopérant avec le client. Donc, le client n'est plus un client, mais un bénéficiaire, et on va coproduire la solution. Donc, quand je donne cours à mes étudiants, je leur dis, soit je vous fais un cours descendant, je vous passe un PowerPoint, et puis c'est très descendant et je ne prends pas en compte vos besoins, soit on se met en coopération et vous me dites quelles sont vos questions, ce que vous souhaitez que je traite, et donc on va pouvoir coproduire une performance quand je donne un cours. Vous voyez bien que la posture, c'est soit, on va dire, donneur d'ordre sous-traitant, soit la posture de coproduction. Et effectivement, comme le disait Anaïs, on ne peut pas, pour le moment, en tout cas, faire ça avec n'importe quel consommateur. On va plutôt pouvoir coproduire la performance d'usage déjà avec un consommateur. Et nous, Association Club Noé, on repère tous les acteurs, tous les consommateurs, tous les élus acteurs, les techniciens acteurs, etc. Et on les forme, on les professionnalise sur ce modèle économique. Comme ça, depuis 5 ans, c'est de plus en plus facile de mettre en place la logique servicielle localement sur les territoires, comme la Côte d'Opale, la Pével-Carambeau, le Ternois, etc., etc. Donc voilà, donc la création de valeur, là, c'est 44 pneus économisés pour le même service rendu. Les camions roulent toujours en temps, mais par million de kilomètres, il y a 44 pneus qui sont économisés. Et donc ça, c'est un revenu que va partager Michelin avec les transporteurs. On peut passer. Ce qui est intéressant aussi, je ne l'ai pas noté, mais ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez que l'ingénieur ou le technicien de chez Michelin, plutôt que d'être donneur d'ordre ou sous-traitant, il va commencer à coopérer avec le technicien du transporteur, le technicien ou l'ingénieur du transporteur. Ils vont coopérer et ils vont commencer à créer ensemble des nouvelles compétences. Donc, souvent, je fais la démonstration que 1 + 1 = 3 dans la logique servicielle, c'est-à-dire que les compétences du Michelin pneu égale 1, les compétences, on va dire, véhicule du transporteur égale 1, mais 1 + 1 = 3, parce que dans une dynamique de coopération, on va créer des nouvelles compétences dans l'écosystème. Donc, ce n'est plus une chaîne de valeur. Souvent, les compétences du donneur d'ordre, les compétences du sous-traitant, 1 + 1 = 0 dans la logique classique de chaîne de valeur. Le donneur d'ordre et le sous-traitant, surtout, il ne faut pas donner ses compétences à l'autre, il faut les garder pour être en position de force ou de résister. Là, l'idée, c'est de coopérer, et donc 1 + 1 = 3. Et en termes, c'est dans notre ADN, ce qu'on appelle l'émancipation
dans le travail et retrouver du sens dans son travail et de la santé à travers notre travail, c'est que là, les gens qui vont monter en compétences, échanger des compétences et créer des nouvelles compétences, et en sortant du travail, ils vont sortir grandis et plus résilients, plus en santé, plus heureux. Voilà, même si c'est complexe, ça permet aux gens en situation de travail de se nourrir et d'être plus résilients et plus en santé. Voilà, donc là, donc la partage de la valeur et une performance d'usage qui devient augmentée pour l'écosystème Michelin plus les transporteurs. Et encore une fois, Michelin met à disposition des techniciens locaux pour que les bus ou les camions soient mieux réglés, que les chauffeurs soient formés à l'éco-conduite, etc. Et donc la performance d'usage fait que moins de pneus engagés, moins de gasoil brûlé et moins d'accidents, moins de stress au volant, etc., etc. On peut passer la slide suivante. Ce que ne sait pas faire Michelin aujourd'hui, mais ce que sait faire Noé, ce que sait faire le club Noé, parce qu'on a 10 ans d'avance sur les autres territoires. On a un club à Rio, au Brésil, on a des clubs régionaux, Normandie, PACA, etc. Mais on a 10 ans d'avance sur notre territoire des Hauts-de-France, en partie parce qu'on a pris beaucoup de claques avec l'industrialisation et la désindustrialisation du territoire. Donc les acteurs, pour une partie, se sont dit, mais on voudrait inventer le modèle qui va nous permettre d'arrêter de prendre des claques. Et donc, toutes ces externalités positives, aujourd'hui, Michelin ne sait pas se les faire rétribuer par une bonne partie de ses bénéficiaires. C'est-à-dire que Michelin Fleet Solutions fonctionne très bien auprès de transporteurs de plus de 100 camions ou bus, mais aujourd'hui, Michelin n'arrive pas à les accidents évités, la pollution de l'air évitée, les pneus, comment dire, usés, mis en décharge ou dans le fossé, qu'ils évitent puisqu'ils sont propriétaires de ces pneus. Michelin n'arrive pas à se faire rémunérer ces quelques pourcents, voire même beaucoup plus de pourcents de rémunération depuis les bénéficiaires et notamment les collectivités territoriales. C'est là où l'écosystème Noé, en région de France, on coopère avec chaque type d'acteur, donc on connaît leurs enjeux, on connaît leurs leviers et on sait, nous, on a un écosystème de confiance par rapport à ces acteurs-là, et donc on va réussir à leur faire traduire en rémunération supplémentaire les acteurs qui s'engagent, on va dire, dans la logique servicielle ou dans le développement durable en général. On peut... Voilà, donc je vais aller un peu vite. Vous voyez que les externalités positives tombent sur les acteurs du territoire. Donc ça peut être la sécurité sociale qui voit moins d'accidents de la route, ça peut être un territoire qui voit moins d'accidents de la route, etc., etc. On peut passer. Donc voilà, ce qu'on appelle l'effet ciseau, c'est que petit à petit, dans le développement, la transition de développement économique du territoire des Hauts-de-France, nous, ce qu'on a engagé avec les acteurs que vous avez vus, le CERD, CT2E, le CJD, etc., Centre des jeunes dirigeants, l'économie sociale et solidaire, c'est petit à petit se désengager des ressources matérielles. Encore une fois, je vous disais, un vélo vendu, c'est utiliser 1 heure en moyenne par an. Donc, on va trouver des moyens de mutualiser ces vélos, par exemple, et puis de créer de la valeur depuis les ressources immatérielles, confiance, pertinence, santé, compétences. L'usage du vélo par rapport à la voiture, ça peut développer de la santé, et donc nous, on va aider à évaluer, à révéler, depuis des écosystèmes d'acteurs locaux, les effets utiles et la valeur que ça génère pour la résilience et le changement de trajectoire de ces territoires et des entreprises et organisations. Voilà, on peut mettre la dernière. Je ne sais plus s'il y en a encore une. Voilà, donc je vous ai mis des références, voilà, outils et dispositifs. Vous avez plein de témoignages, vous avez la trajectoire de CVP si vous allez dans l'annuaire des membres engagés du Club Noé, mais vous avez plein d'autres acteurs où on fait un énorme travail de ce qu'on appelle, c'est un centre ressources, donc on va tous révéler, mettre en valeur et puis surtout mettre en récit les trajectoires des entreprises et des territoires, etc., des acteurs qu'on accompagne. Comme ça peut faire ressources. Et aussi, on a un espace ressources dans le sens de professionnalisation, c'est-à-dire que les acteurs qui s'engagent dans cette transition qui est quand même complexe, ça permet de se ressourcer entre nous. Comme ça, on se comprend, on a les mêmes enjeux, les mêmes difficultés, et donc petit à petit, on se professionnalise les uns les autres, et avec le sourire, on progresse largement. Voilà.
Merci Sébastien. J'ai une question là dans le chat. Pouvez-vous donner des exemples d'approches EFC déployées par des entreprises facilitées par le Club Noé? Bah là, je vais renvoyer directement. Merci pour la question, mais on en a tout plein. On a des. Alors, mais allez dans l'annuaire des membres engagés, Club Noé, donc www.clubnoé.org. Je vais vous donner, si vous tapez EFC et vous pouvez taper Urbaneo, vous pouvez taper Flex Inc, vous pouvez taper GESNOR. Juste une toute petite focus sur GESNOR en un instant pour voilà. C'est au départ une entreprise qui remplit des agendas de médecins. Hein. Donc, on est sur du télétravail où on remplit les agendas de médecins. Et GESNOR, les dirigeants s'aperçoivent qu'au plus ils remplissent les agendas des médecins, au plus les médecins fatiguent, voire risquent de tomber malades. Et donc, petit à petit, dans cette logique servicielle, ils commencent à veiller à la santé des médecins, de leurs médecins, des médecins avec qui ils travaillent. Et vous avez même un médecin, on va voir au bout de quelques temps, qui leur a dit, mais vous m'avez sauvé la vie. Donc aujourd'hui, GESNOR travaille à le développement de solutions servicielles, éviter des déserts médicaux, éviter des urgences surchargées, parce que quand il y a un médecin qui manque, on se reporte sur les urgences. Et donc, ils vont veiller avec les territoires à éviter les déserts médicaux, à attirer des jeunes médecins, etc. etc. Tout est documenté dans le Club Noé, notamment trajectoire des membres engagés. Très bien. Merci Sébastien. Bien, il est un peu plus de 16 heures. Nous allons clôturer ce webinaire. Merci à tous les quatre. Donc, en 1 heure et demie, voilà, on repart avec un mini guide de l'éco-conception. On a pu voir aussi que la fabrication additive chez R3D, ça permettait de s'attaquer à la fois non seulement à retravailler des plastiques à recycler, les plastiques recyclés, mais aussi grâce à la conception, à réduire, à économiser la matière. Merci Anaïs aussi pour la présentation très complète et très concrète de votre approche, de votre vision chez CVP et que je trouve aussi tout à fait très, très inspirant. Et de ce que j'en comprends, c'est en devenant expert de vos produits, vous pouvez apporter un service supplémentaire à vos clients et faire preuve de pédagogie. Et bien sûr, Club Noé, Sébastien, merci également pour nous avoir fait part de cette vision et ce focus sur ce que j'appelle les externalités positives. Elles sont sur une note positive. Voilà. Merci à vous, nos participants distanciels, associés à ce webinaire. Je l'avais dit, c'était donc enregistré. Ce sera disponible sous peu sur le site de Plasticity et sur la chaîne YouTube de Team 2. Merci, bonne fin de journée.